Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au journal. Réussi de fort belle manière la mise en œuvre des mesures sociales initiées par le gouvernement en faveur des populations. Principale préoccupation du gouvernement qui a tenu aujourd'hui un conseil de cabinet pour trouver des solutions au goulot d'étranglement. Le mois de la famille et de l'enfant, lancé le 3 juin dernier à Manga, va permettre de mener la réflexion autour de la situation de la famille qui a besoin d'un accès à un revenu décent et aux services de base pour son épanouissement. Une autre semaine, celle de l'architecte burkinabé, est une belle opportunité offerte au public de découvrir les ficelles de ce métier. Nous consacrons du reste un dossier aux œuvres architecturales de la capitale. Mais tout d'abord, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali a été reçu ce soir en audience par le président du Faso. Bers Konders est venu informer Blaise Compaoré de la réunion du Conseil de sécurité qui se tiendra dans une dizaine de jours. En tant que médiateur de la CEDEAO dans le conflit malien, Blaise Compaoré et son hôte ont aussi discuté de la relance des pourparlers au Mali pour trouver une paix durable dans ce pays. Le représentant spécial de Ban Ki-moon pour le Mali, interrogé à sa sortie d'audience par Touaboum Evelyne Dabiré. Et nous avons parlé ensemble comment on peut avancer le processus de pourparlers à Mali. Après ce qui s'est passé à Mali, je crois que c'est important qu'on fait tous les efforts ensemble, les Maliens et la communauté internationale ensemble, de promouvoir dans les meilleurs délais les pourparlers inclusifs. C'était l'objet de notre réunion, de voir comment on peut aider les Maliens de faire ça le plus vite possible. Probablement suivi tout ce qui s'est passé au Mali les dernières semaines. Je crois que c'était un choc pour tous les Maliens, ce qui s'est passé au nord. Et ça, je crois, a fait réaliser tout le monde qu'on n'a pas plus de possibilité de délai pour les pourparlers inclusifs. Et pour cela, je crois que c'est important que les Maliens, ensemble avec le Conseil de sécurité, avec le CEDEAO, vont fixer dans les meilleurs délais la possibilité de soutenir les Maliens dans ces pourparlers inclusifs. Il y a des ralentissements pour beaucoup de temps. Il y a beaucoup des institutions de l'accord de Ouagadougou qui n'ont pas fonctionné. Par exemple, le comité de suivi et le comité militaire technique, qui est extrêmement important maintenant dans le contexte de cessez-le-feu. Et on a parlé ensemble comment on peut revivre ces institutions pour assurer qu'on va maintenant dans une paix durable au Mali. Et puis, le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, était ce matin au palais de Kosiam. Avec le président du Faso, les échanges ont porté sur l'installation du Parlement de l'UEMOA qui a été retardé pour diverses raisons. La mission était conduite par Michel Dagnon, président de la commission mixte interparlementaire de l'Union. Il s'exprime au micro de Touaboum Evelyne Dabiré. Nous avons échangé avec le président qui nous a donné son point de vue, qui est qu'il y a la nécessité que le Parlement s'installe. Donc voilà l'objet de notre rencontre avec le président du Faso, comme je l'ai dit, qui a reconnu la nécessité d'un organe de contrôle lorsqu'on draine tant de pays, qui vous rappelle que l'UEMOA est constitué de 8 pays. Donc, cet espace ne peut pas fonctionner sans un organe de contrôle. Ce qui bloquait, c'était la ratification par la Côte d'Ivoire du traité de création de l'UEMOA. Ceci est déjà fait. L'autre élément capital, c'est l'entrée en vigueur du traité portant création du Parlement. En février dernier, aussi ce acte a été posé. Donc les balises, disons, juridiques étant posées, il ne reste que la décision politique des chefs d'État et de gouvernement. C'est d'ailleurs l'objet de notre plaidoyer que nous sommes en train de faire depuis quelques mois. Donc cette décision, nous l'attendons de pied ferme.
Un conseil de cabinet consacré à l'évaluation de la mise en œuvre des mesures sociales reconduites par le gouvernement s'est tenu ce matin à la primature. Luc Adolphe Thiaw et les ministres concernés ont passé en revue tous les projets entrant dans le cadre de ces mesures sociales afin de résoudre les difficultés qui entravent leur bonne mise en œuvre. Reportage Bouma Ernest Nebi. L'évaluation de la mise en œuvre des mesures sociales était au menu de ce conseil de cabinet qui s'est déroulé à huis clos. C'est donc un exercice qui nous a permis de passer à revue l'ensemble des différents projets inscrits au titre de ces mesures sociales, d'évaluer par département sectoriel l'état de mise en œuvre et discuter ensemble sur les difficultés qui ont été rencontrées au cours donc, de la mise en œuvre de ces mesures sociales et projeter un peu les pistes de solutions pour l'avenir. Après examen, des résultats satisfaisants ont été constatés, des difficultés aussi. En ce qui concerne le volet travaux à haute intensité de main-d'œuvre, quelques difficultés liées à des procédures de passation de marché existent. Vous savez, les collectivités locales n'ont pas suffisamment de capacité humaine pour qu'ils maîtrisent, par exemple, les procédures de passation de marché pour les achats. Il y a également, comme je le dis, la méconnaissance des textes. Là également, c'est des questions donc, de formation, de renforcement de capacité qu'il faudra. Et je pense à ce niveau également, on pourra trouver des solutions. Pour le fonds des 5 milliards alloués aux femmes, la difficulté majeure est celle liée à l'engouement des femmes qui pensent de surcroît que les 5 milliards se distribuent gratuitement. Il faut que ce financement puisse permettre à notre pays de financer, c'est-à-dire de renforcer les capacités des acteurs qui peuvent apporter un plus à l'économie nationale. Il ne s'agit pas de donner de l'argent pour le donner. Il faut financer des activités qui puissent entraîner, c'est-à-dire puissent donner de la richesse à notre économie, qui puissent entraîner une croissance économique et également résoudre le problème de l'emploi. Et pour le financement de l'entrepreneuriat féminin et d'associations du secteur informel, il s'agira pour nous Son Excellence nous a instruit de convoquer une réunion la semaine prochaine avec tous les acteurs au niveau des directions régionales pour faire le point des fiches qui ont été distribuées, recueillir les difficultés et lui proposer des solutions. En ce qui concerne la révalorisation des salaires et la grille indemnitaire déjà opérationnelle, le gouvernement rassure que la correction continue. Pour la révalorisation de la rémunération des travailleurs, il s'agira pour le ministère de continuer les corrections qui ne sont pas encore constatées. Le Premier ministre s'est tout de même réjoui des résultats satisfaisants de ces mesures sociales et a exhorté les ministres concernés à poursuivre cette lumineuse idée du gouvernement qui soulage les Burkinabés. Et il est prévu en juillet prochain une rencontre bilan sur ces mesures sociales. Le traditionnel point de presse du gouvernement a réuni ce matin dans nos locaux le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et celui de la Communication. Le ministre Dramane Yameugou a évoqué la question de l'humanisation des prisons, la spécialisation des juridictions et l'actualité judiciaire. Le ministre s'est attardé, quant à lui, sur les questions d'actualité nationale et internationale. Précision, Abdoul Rasmane Zongo. À ce point de presse gouvernemental, deux ministres étaient face aux hommes de médias. Dramane Yameugou, après sa déclaration liminaire, a répondu à des questions relatives à l'humanisation du milieu carcéral. Le ministère de la Justice s'emploie en matière d'humanisation de nos prisons, à travailler à améliorer les conditions des détenus à travers une meilleure alimentation, une prise en charge sanitaire adéquate, une réduction conséquente de la surpopulation carcérale, une promotion de la réinsertion sociale des détenus et une bonne protection de leurs droits juridiques et judiciaires. Et à cet effet, le département de la justice a entrepris de nos jours plusieurs actions et d'autres sont en cours. Dans le cadre de la réduction de la population carcérale, il faut noter que la mise en fonction d'un bâtiment d'un nouveau bâtiment au niveau de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou a permis par exemple à cet établissement de réduire substantiellement le phénomène de la surpopulation carcérale puisque cela a été observé jusqu'à concurrence de 50%.
Le ministre est également revenu sur l'importance de la spécialisation des juridictions. Il faut comprendre par spécialisation des juridictions une juridiction compétente pour les seules affaires qui lui sont attribuées par un texte de loi spécifique. Par exemple, le tribunal du commerce, par exemple, le tribunal départemental, le tribunal administratif, le tribunal, la Cour des comptes, qui est chargée de contrôler, par exemple, et de juger les comptes de l'État et des collectivités territoriales, des établissements et des établissements publics. Vous voyez, cette spécialisation est un moyen spécifique pour améliorer le rendement de la justice. En ce sens que la matière du droit est suffisamment large et de telle sorte qu'aucun spécialiste du droit ne peut avoir la prétention d'en maîtriser tous les aspects. Alors, tant et si bien que nous ne pouvons pas penser qu'un seul magistrat puisse être aussi compétent en matière pénale qu'il l'est en matière administrative, par exemple, ou en matière commerciale. Nous pensons que toutes ces matières demandent une spécialisation. Alain-Edouard Traoré, lui, s'est appesanti sur l'autopsie du corps du juge Salifou Nebié. Je crois que l'autopsie relève de capacités qui vont au-delà d'un kit. Vous pouvez produire le meilleur kit possible. Si vous n'avez pas d'hommes ou des spécialistes capables de le faire, vous n'avez pas résolu le problème. Donc ce n'est pas qu'une question de kit. Nommé à la tête du groupement central des armées, le colonel-major Rabeyinga Kaboré a pris ce matin le commandement du GCA en remplacement du colonel-major Nouaga Edouard Ouédraogo, nommé à la mission permanente du Burkina auprès des Nations Unies à New York. Reportage Zalissa Sanfo. Désormais, c'est au commandement du colonel-major Rabeyinga Kaboré que le groupement central des forces armées obéit. Il succède au colonel-major Nouaga Edouard Ouédraogo et devient ainsi le 21e commandant de ce groupement des forces armées. Cette mission, le colonel-major dit l'a placé sous le signe de la discipline, la rigueur, le travail, le sens de la responsabilité et le renforcement du lien armée-nation. L'accent que je vais mettre dans le domaine du commandement, c'est surtout m'approprier en tout cas les orientations et les directives du chef d'état-major général des armées afin de faire du groupement central des armées une formation qui répond vraiment à ses ambitions. Et si ces ambitions sont nobles, la hiérarchie n'attend pas moins de lui. Nous espérons qu'il pourra justement pouvoir transformer le GCA, le développer afin que ses missions soient bien remplies. Quant au colonel-major Nouaga Edouard Ouédraogo, il est appelé à faire valoir ses compétences en tant qu'attaché de défense à la mission permanente du Burkina Faso auprès de l'ONU à New York. Et c'est avec le reflet du devoir accompli qu'il cède sa place. Ce que je retiens, c'est qu'avec l'aide de mes chefs et de mes collaborateurs, nous avons participé à la réorganisation de l'armée, au retour de la discipline et à la reprise en main des hommes par le commandement. Revue des troupes, défilés et parades militaires étaient au menu. Le Forum national sur les données ouvertes du Burkina se tient depuis ce matin pour examiner le projet Open Data pour lequel s'est engagé notre pays. Open Data est une initiative qui a pour objectif de rassembler sur une même plateforme les données statistiques non sensibles produites par le gouvernement, le privé et la société civile, données qui pourront être accessibles aux populations. Lazare Pouya. Ce forum national jamais organisé au Burkina sur les données ouvertes regroupe les participants de plusieurs profils. L'objectif principal est de procéder au lancement officiel de l'initiative Open Data du Burkina Faso. Il s'agira également au cours de ce forum de lancer la version provisoire de plateforme data.gov.bf en phase de préparation et de montrer un premier cas de réutilisation possible des données à travers une application dénommée Nos écoles, nos données, Nendo. Le projet Open Data est une initiative qui a pour objectif
de rassembler sur une même plateforme les données statistiques non sensibles qui sont produites par le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Ces données sont publiées sous des formats dits ouverts, permettant une réutilisation facile par les chercheurs, les développeurs, les citoyens, les journalistes et les entreprises. Pour le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, marraine de la cérémonie, c'est une grande opportunité pour son institution. L'idée, c'est justement d'arriver à faire utiliser les TIC au niveau de l'administration pour qu'elles soient encore plus efficaces et plus performantes. Et je pense que si les acteurs de l'administration sont efficaces et performants, c'est aussi le pays qui gagne parce que ça va contribuer au développement du pays. Pour le ministre Jean Kouliati, le Burkina Faso a un grand intérêt à ce que Open Data voit le jour, car il permettra aux populations de réutiliser des données pour créer de valeur ajoutée et développer de nouveaux services pour booster le développement économique et social. D'où le sens de l'accompagnement de la Banque mondiale dans ce projet. Le fait que le gouvernement du Burkina Faso a opté d'être parmi les premiers pays de mettre en œuvre cette initiative nous fait plaisir et c'est pour cela que nous sommes à leur côté pour réaliser cette initiative. Pour le conseiller technique représentant le ministre de l'Économie et des Finances, la publication des données non sensibles recouvre à la fois un enjeu stratégique en termes de recherche et de géopolitique et un enjeu économique. À terme, l'initiative Open Data permettra de moderniser l'action publique. La troisième réunion du comité international de pilotage du projet d'appui au développement d'éthique pour le renforcement des capacités de mise en œuvre de la réforme LMD s'est ouverte ce matin. L'objectif du projet de l'UEMOA est d'accompagner les universités africaines dans cette réforme à travers la mise à disposition d'équipements informatiques et le renforcement des capacités humaines. Reportage Adama Koulibaly. Les pays de l'UEMOA sont résolument engagés dans la mise en œuvre du système LMD, licence, master, doctorat, au niveau de l'enseignement supérieur pour se conformer aux standards internationaux en matière de qualité du système éducatif. Pour justement appuyer ces États membres, l'institution communautaire a développé un projet d'appui au développement d'éthique pour renforcer la mise en œuvre de cette réforme du LMD. Lancé depuis 3 ans, ce projet va permettre de renforcer le dispositif en équipement informatique, assurer une bonne connectivité ainsi que la formation de ressources humaines. L'UEMOA pilote les politiques régionales d'enseignement supérieur de l'espace UEMOA et un élément important de cette politique, c'était de mettre en place des dispositions pour que l'accès et la qualité s'améliorent de manière sensible dans un espace intégré. Donc c'est pourquoi l'UEMOA a pris sur ses ressources propres le financement de ce projet qui est de 12 millions de dollars, soit 6 milliards de francs CFA. Mis en œuvre par l'UEMOA, ce projet est exécuté par l'UNESCO qui dispose de l'expertise requise. Maintenant, nous sommes au stade essentiel qui est celui de la mise en œuvre des infrastructures et des réseaux informatiques et des équipements informatiques dont seront dotés les universités partenaires et qui constitueront des outils essentiels, bien sûr, pour mettre en œuvre les actions de formation à travers l'enseignement à distance. Et c'est sans doute un soutien inestimable qui vient à point nommé pour l'ensemble des universités de l'espace UEMOA, à l'instar de celle de Ouagadougou. Un appui substantiel en termes d'infrastructures pour l'exploitation du numérique, c'est-à-dire introduire les avantages des nouvelles technologies dans la façon d'enseigner, dans la façon d'organiser l'enseignement, et puis un certain nombre de facteurs. À 8 mois de la fin du projet, cette troisième réunion de Ouagadougou devrait permettre de renforcer les actions déjà entreprises et mieux planifier celles à venir dans l'utilisation efficiente des TIC au profit de l'éducation. Échange entre les étudiants de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement Deuxieu et leurs futurs employeurs. Au centre de la rencontre, les opportunités de stage et d'emploi pour les étudiants. Ainsi figurent à l'ordre du jour les présentations d'entreprises et des tables rondes sur les domaines d'expertise de Deuxieu. Reportage Maxime Zongo. Moment privilégié d'échange entre les chefs d'entreprise, les étudiants, les porteurs de projets. Ce forum qui marque cette année sa 9e édition réunit près de 1500 participants et une centaine d'entreprises. Très attendu par les étudiants, ce rendez-vous va leur offrir des opportunités de décrocher
des stages, voire des emplois pour les diplômés. C'est une journée qui permet aux étudiants d'aller au contact des entreprises, n'est-ce pas? Une plateforme qui permet aux étudiants d'échanger avec les chefs d'entreprise, profiter des offres de stage et d'emploi que ces entreprises viennent proposer aux étudiants. Placé sous le patronage du président de la commission de l'UEMOA ici représenté et le parrainage du directeur général de la Nigélec, la société en charge de l'électricité au Niger, ce forum sera marqué par un concours du meilleur projet de création d'entreprise porté par les étudiants. Ceci nous permet de faire des va-et-vient, d'abord sur la qualité de nos formations, nous assurer, vérifier avec eux comment nos étudiants qui ont été formés arrivent à s'insérer dans le marché de l'emploi et comment ils arrivent à répondre aux attentes de leurs employeurs, des entreprises. Nous avons tous le devoir d'accompagner des yeux à continuer à affirmer cette présence africaine sur le marché de la formation de très haut niveau. Au programme, un forum sur l'emploi, des présentations d'entreprises, des tables rondes sur les domaines d'expertise des désirs. Au titre de l'année académique 2013-2014, l'école accueille près de 2200 étudiants de 28 nationalités. Sa mission, former des cadres compétents pour le développement du continent. Depuis mardi, le mois de la famille et de l'enfant déroule ses activités qui s'achèveront le 26 juin prochain. Lancé à Manga, ce mois permettra de mener la réflexion autour de la situation de la famille, dont l'épanouissement passe par l'accès à un revenu décent et aux services de base comme l'éducation, la santé et la protection sociale. Reportage à Manga, Oswald Gaïta Segda. L'enfant, la jeune fille et la famille, toute l'attention du gouvernement et de ses partenaires sera portée sur ces trois entités les jours à venir. Le mois qui leur est consacré a été lancé ce 3 juin à Manga. Il offre un cadre unique pour la commémoration de 3 journées, à savoir la Journée internationale de la famille, la Journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision et la Journée de l'enfant africain. En choisissant de célébrer à la même occasion les journées consacrées aux familles, à l'enfant africain et à la lutte contre la pratique de l'excision, le Burkina Faso nous rappelle avec clairvoyance la relation intime qui doit lier la famille et la protection de l'enfant dans nos sociétés, et en particulier la protection de la jeune fille. Les politiques de développement économique et social mises en œuvre au Burkina Faso ont engrangé certes des résultats, mais des défis dans les domaines de l'éducation, de la santé et surtout de la lutte contre la pauvreté demeurent. Le mois sera donc sans répit. Durant un mois entier, il va falloir s'activer et nous avons effectivement des activités qui sont programmées dans tous les domaines. Il y a des domaines tels que le sport, bien fourni, et des domaines tels que les activités pour permettre à chacun d'être sensibilisé sur certains aspects par rapport au thème. Et nous avons aussi innové cette année, il y aura une soirée récréative pour essayer d'engranger des fonds et permettre à certaines couches qui sont défavorisées de bénéficier d'un minimum de soutien. Les élus locaux sont mis à contribution. Ils doivent prendre en compte les préoccupations légitimes des populations, donc des familles, dans les plans locaux de développement. En tant qu'autorité de proximité, disposant de canaux locaux de communication, leur implication apportera plus de visibilité aux actions qui seront menées. Après Manga, rendez-vous est pris le 26 juin à Dédougou pour la clôture, avec l'espoir que le mois aura permis de changer positivement le lendemain des familles. La première édition du Salon international de la finance de Ouagadougou se tiendra du 10 au 11 juillet prochain. Ce salon devrait permettre au gouvernement de présenter sa vision de la problématique de l'accès au financement et ses orientations politiques en la matière. Cet objectif a été précisé au cours d'une rencontre entre les acteurs financiers et les opérateurs économiques. Éléonore Ouedraogo. Un nouvel espace de rencontre entre acteurs du système financier national et les agents économiques pour la promotion des produits et services financiers ainsi que leurs innovations en préparation dans la capitale burkinabé. Le CIFO, le Salon international de la finance de Ouagadougou, est une initiative des ministères en charge de l'économie et des finances et de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en vue de trouver des réponses durables à la problématique du financement de l'économie nationale. Lors des échanges, le secteur privé, pour demander leur contribution à la mise en œuvre de la SCAD, il s'est posé le problème en tout cas de l'accès au financement, l'accès au crédit.
donc le ministère des Finances et le ministère en charge du commerce, ont estimé qu'il allait être opportun de trouver un forum autour duquel les acteurs du secteur financier national et international et les acteurs du secteur privé burkinabé pourront se retrouver, se rencontrer et permettre en tout cas de nouer des relations d'affaires. Non seulement pour répondre à la problématique du financement de l'économie, mais aussi permettre en tout cas au secteur privé burkinabé de pouvoir connaître les opportunités qu'offre le secteur privé international en termes d'accès au financement. La rencontre de ce jour avec les acteurs financiers et les opérateurs économiques vise à les informer sur la première édition du salon et ses ambitions. Le gouvernement n'est pas tout faire. Il a accompagné dans ses objectifs de la SCAD, dans son volet financement, par les partenaires de développement, par également sa propre contribution nationale, mais aussi par la contribution du secteur privé burkinabé. Donc si le secteur privé burkinabé arrive à avoir des financements, l'un dans l'autre, dans les projets qui vont présenter et qui seront également soumis à financement, je pense quand même que véritablement nous pourrons nous satisfaire. Le Salon international de la finance de Ouagadougou se tiendra les 10 et 11 juillet prochains dans la salle de conférence de Ouaga 2000 et est ouvert à tout porteur de projet à la recherche de financement et aux professionnels de la finance de la région ouest africaine et du monde entier. La semaine des architectes du Burkina s'est ouverte à Ouagadougou. Pendant 3 jours, les architectes mèneront des activités pour sensibiliser le public sur leur rôle et leur mission. Conférences publiques et expositions vont donner l'occasion aux populations de s'imprégner des missions des architectes. Awa Zerbo Lazarpouya. Pour la 2e fois consécutive, les architectes du Burkina sont en concertation à la faveur de leur semaine. Ils ont 3 jours pour échanger entre eux autour de leurs préoccupations et sensibiliser le public sur le rôle et les missions de l'architecte. Donc il sera question au cours de cette semaine-là de sensibiliser et d'informer le public autour, n'est-ce pas, donc, du thème sur le rôle de l'architecte dans la chaîne de construction, à travers donc des exposés que nous venons de voir tout à l'heure et aussi donc à travers des conférences. En ce qui concerne donc la population, c'est surtout d'abord qu'ils viennent voir ce qui se passe ici et d'être convaincus de ce que nous faisons. Ensuite, il y a le volet, donc, je crois, avec ça, ils peuvent effectivement obtenir, n'est-ce pas, donc, guider à travers donc, les architectes en ce qui concerne les œuvres de construction. Au menu de cette semaine, il sera question d'amener le public et les visiteurs à l'école de l'architecte. C'est une occasion donc, de montrer et d'échanger pour qu'on puisse bien percevoir le rôle de l'architecte dans la chaîne de construction. C'est l'occasion pour montrer que l'architecte n'est pas cher. Et vous savez, l'architecte aussi a un rôle d'assistance à la population. Donc je pense qu'à l'occasion de cette semaine, le public pourra comprendre que l'architecte, en tout cas, est au service de tout le monde. Afin de mieux s'ouvrir au public, il est organisé 2 expositions, l'une sur les œuvres de l'architecte et l'autre sur les promoteurs immobiliers des logements sociaux et économiques. Un forum d'échange et d'information entre architectes et visiteurs sera également organisé autour des projets en cours ou futurs sur la question. Une ville ne se construit pas sans architecte. Bâtiments et monuments sortent tout droit de l'imagination de ces hommes et femmes qui maîtrisent l'art de construire. À Ouagadougou foisonne des monuments qui attirent l'attention. Au nombre de ceux-ci, le monument aux héros, ici à Ouaga 2000. Comment a-t-il été conçu et réalisé? Adama Koulibaly répond à ces interrogations à travers ce sujet. D'une hauteur de 50 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 15 étages, le monument aux héros nationaux trône fièrement sur le quartier de Ouaga 2000. Réalisé en 2003 et 2006, cet édifice se doit de pérenniser la mémoire de nos héros nationaux et marquer les différentes étapes de l'évolution de l'histoire de Burkina Faso, depuis l'indépendance jusqu'à l'avènement de la démocratie en passant par la révolution. Il est l'œuvre de l'architecte Simon Kafando. Et vous allez voir sur la base, la calebasse recouvrée, c'est en quelque sorte comme la sépulture en honneur donc, de nos héros. Et vous allez voir au-dessus une autre calebasse qui contient l'eau pour la réconciliation et l'unité nationale. Et vous voyez les piliers qui se dégagent et qui font... C'est comme un élan qui se lance vers le ciel. Ça, c'est un élan pour l'unité, la réconciliation et l'entente donc, du peuple burkinabé. Vous voyez, en milieu intermédiaire, nous avons une sorte de bracelets qui sont souvent aussi utilisés dans le milieu traditionnel au niveau des cours de nos chefs pour les reines-mères, par exemple.
Et à ce niveau se situe donc l'histoire politique. La réalisation de ce monument a nécessité 3000 m3 de béton et 300 tonnes de fer à béton pour un coût de 2,5 milliards de francs CFA. Il comporte un musée d'histoire politique, un restaurant et des espaces d'agrément. Nous sommes pratiquement à mi-hauteur du monument, qui est aussi une aire de promenade, à partir duquel, à un certain niveau, le public peut admirer une partie de la ville. De cette place, les bâtiments caractéristiques qu'on voit, il y a l'AICO, l'hôtel, il y a la direction générale des douanes qui émerge. Comme à l'arrière, nous avons le palais des sports. Et de l'autre côté, on peut voir le palais de Kosiam au bout du boulevard. On peut voir le siège de la Carrefour, le ministère de l'Agriculture, la direction générale du Trésor, ainsi de suite. Ce n'est pas seulement dans la réalisation de grosses œuvres qu'intervient l'architecte, mais dans tout aménagement d'espace. Un architecte, c'est une personne qui conçoit des plans pour permettre l'occupation harmonieuse et correcte d'un espace donné. Donc si vous avez une parcelle et que vous envisagez une construction par exemple, pour pouvoir l'utiliser de façon efficiente, il faut forcément consulter ce professionnel qu'est l'architecte, qui va vous permettre donc, en fonction de vos besoins, de déterminer les espaces, l'agencement et quels sont les différents matériaux que vous allez utiliser pour pouvoir mettre en œuvre justement votre projet. Et il faut en moyenne 1 à 3 mois pour élaborer un bon plan architectural en fonction de l'envergure du projet. Donc là, vous avez un exemple de production. Donc, généralement, vous avez un plan de niveau qui vous donne à peu près la distribution de l'espace. Donc, c'est comme si on fait une coupe du bâtiment à 1 mètre. Ça nous permet de voir les distributions, les passages, les portes, les ouvertures et tout. Donc là, c'était un grand bâtiment, c'était un concours d'architecture. Et donc, vous avez les différents grands espaces, les salles d'audience et les salles de conférence. Et on fait également des coupes pour qu'on puisse avoir une idée des hauteurs du bâtiment. Ici, on a un bâtiment à sous-sol. Donc, vous avez les différents niveaux qui sont là. Et c'est sur cette coupe-là que c'est matérialisé. Voilà. Et enfin, ici, on essaie de visualiser pour permettre aux clients de voir qu'est-ce que ce sera comme image finie. Donc ça, c'est un intérieur de la salle d'audience. On a également des images de l'extérieur. Ça permet donc de mieux discuter. Et la personne sait déjà, en réalisation, qu'est-ce que j'aurai comme image finie. Même si elles ne sont qu'une dizaine sur la centaine d'architectes au Burkina Faso, les femmes architectes ont aussi leur mot à dire, malgré le stéréotype. Au niveau des architectes féminins, on commence à être encore de plus en plus nombreuses. Et je pense que ce serait bien, parce qu'il y en a qui sont encore réticents à consulter des architectes féminines, mais je crois que ce n'est pas un métier exclusivement masculin. Bien au contraire, c'est ouvert à tout le monde. Je crois qu'avec la sensibilité de tout un chacun, c'est l'art et la technique qu'il faut lier. Donc, ce n'est pas forcément le côté masculin qui joue, mais c'est les compétences. Je voulais au départ être styliste et j'ai eu l'occasion de rencontrer un architecte quand j'étais en première. Donc, son travail m'a beaucoup fascinée. Et donc, à partir de ce moment, j'ai décidé d'être architecte. Et voilà comment j'ai fait le concours d'entrée à l'école d'architecture de Lomé, l'école inter-État. Et 6 années après, j'ai eu mon diplôme. Il faut entre 5 ou 6 ans d'études pour la formation d'architecte. À noter que les honoraires d'un architecte représentent en moyenne 10% du coût global du projet qu'il conçoit. Bobo Dioulasso a abrité mardi dernier un atelier d'information et de sensibilisation au profit des producteurs de sésame. La rencontre organisée par la Direction régionale de l'industrie du commerce et de l'artisanat des Hauts-Bassins du moins, visait à inciter les producteurs à transformer sur place leur sésame. Reportage Ali Traoré. Le Burkina Faso est le 4e pays producteur africain de sésame après l'Égypte, le Soudan et le Nigeria. Sur le plan mondial, il fait partie des top 10. Cependant, la transformation de ce produit n'est pas toujours un acquis. Cet atelier qui réunit les producteurs des hauts-bassins de la boucle du Moun a le souci de les apporter des outils nécessaires pour une grande transformation de ce secteur. Les acteurs du sésame, qui sont aussi les acteurs du secteur privé, puissent connaître ce que notre ministère fait en matière d'industrie, de commerce et de l'artisanat. Ensuite, attirer leur attention sur la nécessité de travailler sur nos produits locaux, qui sont nos produits locaux, donc de les utiliser comme les matières premières pour faire la transformation afin de donner plus de valeur ajoutée à ces produits-là, afin de les vendre aussi bien sur le marché intérieur que sur le marché extérieur. Cet atelier entre dans le cadre de la POSICA,
la politique sectorielle du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Et pour ces 24 heures d'échange, le message du conférencier du jour est on ne peut plus clair. Il ne faut pas que le Burkina reste dans l'exportation de matières premières. Il faut tendre vers la transformation, il faut tendre vers l'exportation de produits finis. Et pour ça, il faut qu'il y ait un engagement seulement des affaires, mais également de l'État à investir dans la transformation, à investir dans les équipements, à investir dans l'accès au financement des acteurs. Au sortir de cet atelier de sensibilisation, les participants devraient mieux cerner les enjeux de la transformation des produits d'exportation, plus particulièrement du sésame. Des acteurs de gestion des aires protégées ont bénéficié à Ouagadougou d'une formation conduite par l'Union internationale pour la conservation de la nature UCN. Les participants ont reçu les principaux outils nécessaires à la mise en œuvre des politiques de conservation et pour appréhender les dynamiques socio-territoriales dans les zones contiguës aux aires protégées. Reportage Nathalie Savadego. Renforcer les compétences des gestionnaires d'aires protégées pour l'aménagement et la conservation des parcs et réserves en Afrique de l'Ouest, c'est tout le sens de cette formation organisée par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, en collaboration avec l'Université Senghor du Sénégal. Les gestionnaires ont été formés sur les politiques de conservation et problématiques de la gestion des aires protégées, le suivi écologique et technique d'inventaire faunistique. Il y a une forte demande pour ces formations parce qu'elle est très spécifique, elle est orientée sur la conservation de la biodiversité et elle est focalisée sur l'outil que nous appelons aire protégée. Une aire protégée, c'est comme un arche de Noé, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un échantillon représentatif de l'ensemble des espèces d'un paysage, d'un pays, d'un site. Dans un milieu donné, on essaie de faire en sorte que cette biodiversité survive parce qu'on sait d'avance qu'il viendra un jour où elle sera moins menacée et où elle va avoir l'occasion de se répandre de nouveau sur différents paysages. Une formation bien appréciée par les acteurs du domaine qui se disent prêts pour mettre en pratique les connaissances acquises. Notre création de l'Office des aires protégées du Mali était en vie quand on quittait, espérant que ce soit définitif. Donc ici, j'ai appris beaucoup de choses, surtout par rapport aux droits de l'environnement. Ensuite, les techniques de gestion des aires protégées. C'est une formation qui est à féliciter et qui est à repliquer dans d'autres pays et sous d'autres formes pour pouvoir renforcer les capacités des gens dans le domaine de la conservation de nos ressources naturelles. Cette formation, 8e du genre, a regroupé 18 gestionnaires venus de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest et ce durant 3 semaines. Cela a été possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. La formation a fait l'objet d'une évaluation sanctionnée par un diplôme délivré et accrédité par l'Université Senghor du Sénégal. Présent à Ouagadougou dans le cadre du festival Ciné Droit Libre, Amové Mévégué de France 24 a animé mardi dernier une conférence de presse. Il s'agissait de présenter au public la nouvelle chaîne TV UBZ News. Cette chaîne de télévision, selon le journaliste, a pour ambition de faire la télé d'une autre façon. Nathalie Savadgo. L'univers des médias n'a plus de secret pour ce journaliste animateur de France 24, Amové Mévégué. Présent à Ouagadougou dans le cadre du festival Ciné Droit Libre, il est en quête de téléspectateurs et surtout de partenaires pour promouvoir sa nouvelle chaîne de télévision UBZ News. Nous, on souhaite être un acteur partenaire de la production africaine à l'échelon du continent, au Burkina ici, peut-être venir aussi en accompagnement et en appui pour permettre à certaines structures d'avoir aussi une visibilité internationale et pourquoi pas imaginer un modèle qui nous permette de faire de la coproduction ensemble sur des contenus burkinabés à vocation panafricaine. Aujourd'hui, Internet, c'est le lieu où tout se partage. Donc on est le continent qui produisons le moins de contenu. Il faut qu'il y ait davantage de chaînes, il faut encourager ces chaînes-là. Au Burkina Faso, Semfilm est déjà un partenaire de UBZ News, mais le promoteur n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.
Mais nous allons certainement venir voir la chaîne nationale pour discuter avec elle d'échanges potentiels de contenu, parce que c'est notre vocation de travailler avec tous les opérateurs. La chaîne nationale, c'est le canal historique, donc quand on arrive dans un pays, évidemment, c'est d'abord de ce côté-là qu'on se retourne. Là, le timing était un peu court, mais j'espère avoir la chance de pouvoir rencontrer, comme je l'ai fait dans d'autres pays, en partenariat avec d'autres chaînes nationales d'Afrique francophone, eh bien, les promoteurs de la chaîne nationale. UBiz News est une chaîne généraliste baptisée Info Musulman qui relaie toute l'actualité du monde. 50% concerne l'Afrique et 50% pour le reste du monde. Pour capter la chaîne, il faut être abonné à CanalSat Horizon ou si l'on a une connexion Internet, il suffit de taper www.ubiznews.com. La mort a encore frappé dans le monde sportif. L'ancien capitaine de l'étoile filante de Ouagadougou et des étalons, Antoine Ouedraogo, s'est éteint ce matin des suites d'une courte maladie. Antoine Ouedraogo, que vous voyez à l'image, était actuellement le président de la Ligue du Centre de football et vice-président de la Ligue nationale de football. L'illustre disparu sera inhumé lundi prochain au cimetière de Goungé. À la famille éplorée, nous présentons nos sincères condoléances. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne suite du programme sur la RTV.